Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er octobre 2025. Leth Marouf nous rejoint depuis Beyrouth. Bienvenue Leth. Ravi d'être avec vous, Nima. Leth, commençons par le cas de Gaza et de la Palestine. Donald Trump est venu avec un nouveau plan, un plan de paix, comme il l'appelle. Mais il ne semble pas qu'il ait parlé avec une quelconque partie. J'essaie d'être juste, je ne parle pas du Hamas, je ne parle pas de ces gens-là. Même ceux qui sont très proches de l'Occident, comme l'OLP, ils n'ont parlé à personne pour ce plan. Et ce qu'il propose, il dit qu'ils vont se conformer à ce plan, ou qu'ils vont se rendre, ou qu'ils seront tués. Ce qui est incroyable dans ce plan, c'est qu'il ne mentionne pas, il ne précise pas quand Israël se retirerait de Gaza. Quelle est ta compréhension de ce plan? Est-ce une sorte de diversion par rapport à ce qui se passe? Parce qu'ils veulent, tu sais, avoir une raison d'y aller. Juste, tu sais, une fausse raison, un faux motif pour aller faire ce qu'ils veulent faire. C'est en réalité le contraire. C'est presque comme s'ils en avaient fini avec les jeux de propagande. Il faut replacer cela dans le contexte de Thomas Barak, l'émissaire de Trump dans la région la semaine dernière, qui a déclaré qu'il n'y aurait aucune paix entre les Arabes et les Israéliens. Point final. Pas seulement au Liban ou en Palestine. Qu'il n'y aurait qu'une partie soumise et une partie dominante, et qu'Israël est l'allié des États-Unis, et qu'en gros, il sera le dominateur, l'asservisseur, le contrôleur des Arabes. Et cette soi-disant proposition de paix est un autre exemple de la franchise avec laquelle on dit au peuple arabe que c'est ainsi. Et cette audace, que certains pourraient voir comme de l'audace de la part de l'Occident, est en réalité un autre exemple de la façon dont ils ont perdu la partie. Ils ont perdu toutes les batailles militaires à Gaza, au Liban, en Iran, au Yémen au cours des 2 dernières années. Et ils ont perdu toutes les batailles de propagande. Ainsi, la guerre militaire et la guerre de propagande sont des causes perdues pour l'Occident. L'ensemble de l'empire sioniste gouverne depuis Washington. Il ne leur reste donc plus que la guerre psychologique. Et une partie de cette guerre psychologique consiste à rabaisser constamment, de manière agressive, raciste et suprémaciste, les Palestiniens, ainsi que les peuples arabes et musulmans qui résistent, dans l'espoir que la simple audace, d'une part, du massacre de civils innocents de façon génocidaire diffusée sur tous les médias, et d'autre part, cette arrogance manifeste dans des déclarations comme cette soi-disant proposition de paix, finirait par démoraliser la résistance. Et d'une certaine manière, l'Occident espère ainsi remporter par la guerre psychologique ce qu'il n'a pas pu gagner par la guerre militaire ou la propagande. L'autre point, Leth, concernant le plan de paix, c'est qu'à mon avis, ils ne savent pas. Donald Trump ne sait pas ce qu'il veut faire avec Netanyahou. Tu sais, depuis qu'il a été élu, Netanyahou est allé 5 fois aux États-Unis pour parler avec Donald Trump. Et à chaque fois, il me semble qu'il en demande plus. À mon avis, je répète que c'est mon opinion parce que je veux la partager, puisqu'on n'en parle pas, mais tu vois qu'ils veulent s'emparer de la partie nord de Gaza. Tu vois ce qui se passe en Cisjordanie. Donald Trump a dit qu'il n'était pas d'accord avec Netanyahou, qu'il ne le laissait pas s'emparer de la Cisjordanie pour l'annexer. Mais en réalité, c'est tout le contraire de ce qui se passe. Oui, oui, oui. Je veux dire, regardez, cela fait partie de la guerre psychologique. C'est haut et c'est bas, encore et encore. Parce qu'à chaque fois que les masses voient clairement la réalité et comprennent que les régimes arabes et musulmans, qui sont des vassaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le restent, et que toute l'élite occidentale collective soutient ce génocide, on assiste à ces opérations de guerre psychologique où soudain,
tous ces pays occidentaux reconnaissent la Palestine comme un État. Et cela serait apparemment un affrontement entre ces capitales et leurs maîtres à Washington, D.C. C'est ainsi que la propagande a été mise en place au cours de la dernière semaine environ, avec ces reconnaissances de la Palestine comme État. Alors qu'en réalité, ils font tous partie de la même équipe. Ils jouent tous des rôles différents. Confusion, puis choc, puis confusion, puis choc. D'accord. Donc c'est le choc après la confusion. Juste avant ces reconnaissances de la Palestine en tant qu'État, tout le monde dans le monde savait clairement que les seuls à soutenir la libération palestinienne étaient l'axe de la résistance. Tous les autres collaborent. Et soudain, il y a cette admission de la Palestine comme État, ce qui embrouille les gens, leur fait croire qu'il y a un changement. L'assassinat ou la tentative d'assassinat de dirigeants du Hamas au Qatar, c'est une autre opération de guerre psychologique, où on a voulu faire croire que le Qatar allait se détacher de l'Amérique, ou que l'Arabie saoudite allait signer avec le Pakistan, ou que l'Indonésie affirmait qu'elle allait envoyer 20 000 soldats pour défendre les Palestiniens. Et puis soudain, on a le choc de tous ces États qui signent le décret de Trump. Donc confusion, choc, confusion, choc. Ainsi, le public, les gens, les masses à travers le monde doivent cesser de se laisser entraîner volontairement dans des montagnes russes. Vous avez tout devant vous un dossier historique que vous pouvez consulter en tant que public sur la collaboration et la soumission ininterrompue des capitales européennes aux États-Unis ou des capitales des États arabes et musulmans aux États-Unis, et en réalité, le contrôle des sionistes sur Washington, D.C. Vous savez, Trump est une personne sénile. Il était déjà comme ça avant de devenir sénile. Je veux dire, les gens peuvent simplement aller regarder ses interviews, attrapez-les par la chatte, et même avant cela, jusqu'à Maman, j'ai encore raté l'avion, le film, ou Les Petites Canailles, le film. C'est une personne stupide qui est maintenant sénile. Bien sûr, ce n'est pas lui qui prend les décisions à Washington, D.C. Et bien sûr, il a besoin que Netanyahou lui rende visite toutes les 2 semaines pour lui rappeler où doit aller le plan. Le plan consiste à libérer. L'objectif principal de l'administration Trump est de libérer les otages, les prisonniers en Palestine. Tout le plan tourne autour de cela, car depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne parle que des otages et de la nécessité de les libérer, se vantant de ceux qui ont déjà été relâchés jusqu'à présent. Et il n'y a aucune garantie dans ce plan de paix que, si les otages, les prisonniers, sont libérés, ils ne retourneront pas attaquer les Gazaouis. Donc, quand ces pays, j'ai même vu l'Inde accueillir le plan de paix, mais ils ne savent pas quel est le véritable objectif du plan de paix. À votre avis, quel est l'objectif principal? Comment voyez-vous cet objectif? Il ne s'agit pas de se retirer de Gaza. Il ne s'agit pas de se retirer de la Cisjordanie. Il ne s'agit pas d'une solution à 2 États. Est-ce uniquement une question d'otages ou voyez-vous autre chose? Is it all about the hostages or do you see something else? C'est une exigence pour que le peuple palestinien se rende. Les otages, ils s'en fichent complètement. Les otages, les prisonniers de guerre que les Palestiniens détiennent. Les sionistes eux-mêmes ne s'en soucient pas. Ils sont jetables, sacrifiables. Sinon, ils auraient accepté un cessez-le-feu depuis le 9 octobre 2023, lorsque le Hamas a dit aux sionistes qu'ils étaient prêts à échanger tous leurs prisonniers de guerre capturés contre les prisonniers de guerre palestiniens qui croupissent dans les prisons israéliennes. Et ils ont refusé chaque jour depuis. Et d'ailleurs, les prisonniers palestiniens qui ont été libérés lors des différents accords d'échange au cours des 2 dernières années, la grande majorité d'entre eux ont été envoyés à Gaza. D'accord. Il y a donc peut-être environ 600 Palestiniens qui ont été libérés en Cisjordanie
mais un très grand nombre d'entre eux ont été relâchés à Gaza, et la plupart sont morts depuis, sous le génocide. Ainsi, même les accords d'échange ont conduit à plus de morts parmi les prisonniers palestiniens qu'à leur liberté. D'accord? Et il y a actuellement des dizaines de milliers de prisonniers palestiniens. Ce sont ceux dont nous pouvons vérifier l'existence. Car il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été enlevées à Gaza et dont personne n'a de nouvelles. Mais elles ont bien été enlevées. D'accord? Elles croupissent dans ces prisons semblables à Guantanamo dans le désert du sud de la Palestine. Donc non, Trump ne s'en soucie pas, et Netanyahou ne se soucie pas des prisonniers de guerre israéliens. Deux concepts concernant la solution à deux États. L'un affirme que si nous suivons le plan d'une solution à deux États, nous pouvons repousser Israël, puis, d'une manière ou d'une autre, négocier ou conclure un accord avec Israël. L'autre soutient que la solution à deux États sert en quelque sorte de couverture à ce qui se passe en coulisses, à ce qui se passe avec l'annexion. En regardant la Cisjordanie, on voit quelques points sur la carte. Il n'y a pas de Cisjordanie aux mains des Palestiniens. Tout tourne donc autour de l'occupation. Ils veulent gagner du temps pour occuper de plus en plus. Laquelle de ces deux visions acceptez-vous le plus? Which one do you accept more? C'est clairement la solution à deux États, entre guillemets. Souvenez-vous quand elle est apparue, d'accord? Quand ce discours a commencé. Il a commencé à la fin de l'effondrement de l'Union soviétique et de la destruction de l'Irak, qui à cette époque était le pays arabe le plus riche, le plus industrialisé et disposait de beaucoup d'argent qu'il versait à la résistance palestinienne. Ce n'est pas parce que j'aime Saddam ou quoi que ce soit, mais je vous explique simplement quand ce processus d'Oslo et la solution à deux États ont commencé. C'était au moment où les Palestiniens, et en réalité le monde entier, étaient dans un état de déprime, où il y avait une unipolarité extrême, où tout le bloc de l'Est s'était évaporé, et où les Palestiniens se retrouvaient seuls. Ils ont été forcés d'accepter cette solution à deux États, et ils pensaient que c'était la seule issue. Bien sûr, ce qui s'est passé entre les accords d'Oslo et la seconde intifada, et ce qui s'est passé après, tout cela nous a prouvé que le soi-disant processus de paix, le processus de paix autour de la solution à deux États, n'a fait qu'accélérer la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem, les expulsions massives et les assassinats de Palestiniens. C'est la seule chose à laquelle cela a mené. Et l'erreur d'accepter la voie d'Oslo a offert une fenêtre politique à des pays comme la Jordanie pour légitimer leur collaboration avec les sionistes. Si les Palestiniens parlent avec les sionistes, alors la Jordanie aura aussi un accord de paix. Et la principale, la plus importante frontière avec la Palestine occupée, la plus longue frontière avec la Palestine occupée, a quitté la lutte. Et bien sûr, avant cela, le front avec l'Égypte et Sadat signant les accords de Camp David. La solution à deux États est une illusion, un mirage, et les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie le savent depuis longtemps maintenant. C'est pourquoi, comme le disait Assata Shakur, paix à son âme, aucun peuple dans l'histoire de l'humanité n'a jamais obtenu sa libération en faisant appel à l'humanité de son oppresseur. D'accord? Il n'y a donc aucun moyen que les sionistes donnent quoi que ce soit aux Palestiniens. Les Palestiniens doivent le prendre eux-mêmes, et c'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Qu'attendez-vous des États arabes concernant le plan de paix proposé par Donald Trump? De quoi parle-t-il exactement? Et pensez-vous que leur réponse sera positive, compte tenu de toutes les questions qui ont été soulevées? Vous savez, la question de l'occupation de Gaza, c'est une sorte d'ultimatum adressé au peuple de Gaza. Il ne s'agit pas de négociation. Quel est votre avis à ce sujet? Vous voyez, regardez.
Toute la puissance militaire de l'Empire, toute la puissance de sa propagande, toute la puissance financière de l'Empire, avec ses composantes vassales arabes, ont été ces 2 dernières années entièrement consacrées à écraser la résistance palestinienne à Gaza. Et il a fallu ces 2 années simplement pour atteindre les abords de la ville de Gaza. Donc aujourd'hui, la ville de Gaza ne sera pas prise facilement. S'il a fallu 2 ans pour atteindre les abords de la ville de Gaza, pour prendre le contrôle des villages et des villes en périphérie de la bande de Gaza, et encore aujourd'hui, dans ces villages et ces villes totalement détruits, de Rafah, Fakari, à Khan Younes, à Jabalia et d'autres, la résistance continue de surgir de sous les décombres, neutralisant des positions et des convois militaires israéliens. C'est donc un rêve, une fantaisie, dans l'esprit de Trump et de Netanyahou, de croire que ces vassaux arabes, qui disent ouvertement ce qu'ils font depuis 2 ans, vont changer la donne. Oh, maintenant j'ai le soutien de tous les États arabes et musulmans derrière nous. C'est Netanyahou, non? Je veux dire, il avait déjà ce soutien depuis 2 ans. Qu'est-ce que ça va changer militairement sur le terrain à Gaza? Comment Israël va-t-il soudainement vaincre les Palestiniens parce que les vassaux arabes et musulmans ont désormais le droit d'arrêter la double langue, d'arrêter de prétendre soutenir les droits des Palestiniens dans les médias tout en travaillant avec les sionistes et de le faire ouvertement maintenant. Soutenir les sionistes. Ça ne va rien changer. Tout cela relève de la guerre psychologique. Et c'est en réalité une guerre psychologique stupide. Ça ne fonctionnera pas. Et cela entraîne toute la secte sioniste de plus en plus loin dans leur bulle isolationniste, complètement déconnectée de la réalité. Et à cause de l'encouragement actuel de la part de ces vassaux arabes et de ces États vassaux musulmans, ouvertement, cela devient même une chambre d'écho encore plus fermée. Si bien que lorsque l'effondrement surviendra, tout le monde sera totalement choqué. Voilà mon avis sur la question. Ne pensez-vous pas que l'attaque contre Doha était une forme d'intimidation, non seulement de la part de Netanyahou, mais aussi des États-Unis, pour les forcer à rejoindre les accords d'Abraham? Le Qatar était impliqué dans cette attaque. D'ailleurs, les représentants du Hamas actuellement au Qatar sont assignés à résidence. De même, la direction du Hamas en Turquie. Et au cours des dernières 48 heures, il y a eu des attaques massives du HTS contre des camps de réfugiés palestiniens en Syrie, avec des centaines d'hommes enlevés et tués. Il existe même une vidéo montrant une jeune Palestinienne dans le vieux marché de Damas, le marché Hamadiya, tuée simplement parce qu'elle portait un t-shirt avec le drapeau palestinien. D'accord? Et non, le Qatar est un pays occupé. Le Qatar lui-même est une fabrication créée de toutes pièces par les Britanniques. Et cette excuse de Netanyahou, cette fausse excuse de Netanyahou, en est la preuve évidente. L'homme ne s'est excusé que pour avoir tué un citoyen qatari, et le Qatar a accepté ses excuses. Donc, cela montre qu'il ne se soucie pas de la vie des Palestiniens, ni de la résistance. En réalité, le Qatar a probablement été le plus grand atout pour les sionistes et les Américains au cours des 3 dernières années, en se positionnant comme le soi-disant médiateur et en hébergeant délibérément la direction du Hamas pour les espionner, tout en ayant de nombreux journalistes sur le terrain à Gaza qui ont très probablement recueilli beaucoup d'informations sur les positions de la résistance, etc., et ont même offert ces journalistes en sacrifice au sionisme afin de maintenir la crédibilité d'Al Jazeera et du Qatar. Tout cela fait partie du plan. Ainsi, dans l'esprit du Qatar et des Saoudiens,
avec l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et la destruction du dernier État arabe qui a combattu sans relâche les sionistes depuis son indépendance en 1942, la Syrie en somme, et le dernier État arabe à la frontière de la Palestine, encore militairement en guerre contre les sionistes. Dans l'esprit de ses vassaux arabes et de leurs maîtres à Tel Aviv et à Washington, l'effacement de ces voix de la résistance dans l'espace arabe les a encouragés à abandonner leur double discours. Ils pensent qu'ils n'ont désormais plus besoin de cacher leur collaboration, ni leur pression sur la résistance palestinienne, pour qu'elle capitule, car il n'y a plus de président arabe qui viendra les dénoncer publiquement comme des collaborateurs traîtres, n'est-ce pas? Ils ont donc le champ libre pour propager la position qu'ils défendent depuis 100 ans, la collaboration avec les sionistes. L'un des principaux problèmes en ce moment concerne l'aide envoyée à Gaza. Ils envoient de l'aide à Gaza et il y a des inquiétudes quant au fait qu'Israël pourrait les attaquer. Ils essaient de tout faire. Ils envoient beaucoup de drones là-bas, simplement pour intimider. Meloni est intervenue et a demandé aux Italiens qui participaient d'une manière ou d'une autre à ce type d'aide, à ce type de soutien, car ils craignent que leurs citoyens ne soient blessés par les actions de Netanyahou et de son gouvernement. Pensez-vous qu'il va les attaquer? Va-t-il bloquer l'accès à Gaza? Oui, je ne vois aucune possibilité que ces bateaux atteignent le rivage de Gaza. Explorons cela un instant. Penses-tu que les Israéliens vont les laisser débarquer à Gaza? D'accord. Alors après ça, que va-t-il se passer? Les Israéliens vont-ils laisser l'aide être déchargée des navires? Vont-ils laisser ces internationaux à l'intérieur de Gaza? Tout cela est illogique. Donc, dans le meilleur des cas, pour la vie de ceux qui sont sur les bateaux, et je leur souhaite d'être en sécurité, ils seront tous arrêtés, battus, détenus, puis expulsés. Et toute l'aide qu'ils apportent sera pillée par les Israéliens et donnée à leurs propres colons. Et les 100 millions de dollars d'aide et de navires seront tous entre les mains des sionistes. C'est le meilleur scénario possible. La marine italienne et la marine espagnole ont suivi cette flottille pour les espionner, pour les avertir à mesure qu'ils s'approchaient qu'ils allaient se faire tuer s'ils continuaient sur cette voie. De même, les drones turcs étaient là pour espionner et collecter toutes les données provenant de ces bateaux au nom des sionistes. Et maintenant, ils les abandonnent alors qu'ils entrent dans les eaux palestiniennes, dans la zone de 200 000 depuis la côte. Donc, le pire scénario pour ces personnes à bord des navires serait qu'elles soient tuées et que leurs bateaux soient coulés par les sionistes. Et je ne suis pas sûr que cela va arriver. J'espère que non. Mais si jamais ils sont tués en masse et que leurs bateaux sont coulés, les sionistes pourraient alors commettre une erreur à cause de la réaction que cela provoquerait, notamment dans des pays méditerranéens comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Je ne suis donc pas certain que les sionistes iront jusque-là dans l'imprudence, mais encore une fois, il y a beaucoup de soif de sang, et les sionistes se sont habitués aux massacres de masse ces 2 dernières années. Donc peut-être qu'ils seront trop prompts à tirer et commettront cette erreur. Mais à mon avis, étant donné que ce sont les 2 seules issues possibles, et que n'importe qui aurait pu prévoir que ce seraient les 2 seules issues possibles pour une telle flottille, il aurait pu y avoir de meilleures cibles pour la destination de cette flottille. Qu'il s'agisse de bloquer la base britannique à Chypre ou de faire un blocus du détroit de Sicile, permettant ainsi aux dockers italiens, au peuple italien et au peuple tunisien de se joindre en masse et d'avoir un impact direct sur les livraisons d'armes à la colonie sioniste et sur le commerce avec celle-ci, ou même de bloquer le détroit de Gibraltar, alors qu'il y a actuellement un soulèvement au Maroc et que le gouvernement espagnol
parle d'interdire tout commerce avec la colonie sioniste ou les navires exportant vers la colonie sioniste. Vous savez, cela aurait également permis au peuple espagnol et marocain de se joindre en masse. Et cela aurait bloqué la route de l'armada américaine qui essaye en ce moment de traverser Gibraltar en direction d'une possible, vous savez, guerre sur plusieurs fronts contre le Liban, l'Iran et le Yémen. Donc, voilà un peu mes opinions à ce sujet et j'espère qu'elles seront utiles. Le seul pays capable de soutenir ces livraisons d'aide à destination de Gaza est la Turquie, en raison de sa position, de son armée et du fait qu'elle fait partie de l'OTAN. Il ne semble pas que Netanyahou affronterait l'armée turque si elle s'impliquait dans le soutien à ces livraisons d'aide vers Gaza. Mais ils ne font rien. Vous savez, ils parlent, que des paroles, aucune action de la part de la Turquie. Pourquoi est-ce si difficile pour eux d'au moins aider à faire entrer cette aide pour mettre fin à la famine à Gaza? D'aider tout simplement, d'une manière ou d'une autre, la population de Gaza, pas seulement en s'opposant à Netanyahou ou en combattant, mais en soutenant ces livraisons d'aide à destination de Gaza. C'est tout. Je pense qu'au moins, ils pourraient faire cela. Oui, je veux dire, ils ne font que parler et agir à l'encontre de leurs paroles. Ils parlent, puis font le contraire. Donc, s'attendre à ce qu'ils passent de la contradiction de leur discours à une véritable action, il y a au moins une étape d'être neutre avant de couper leur approvisionnement en pétrole et en gaz vers les ports israéliens et de couper les couches pour les soldats israéliens s'ils ne veulent pas couper le pétrole et le gaz. Ça paraît absurde, mais la grande majorité des couches que portent les soldats israéliens sur le front viennent de Turquie. Donc non, je ne pense absolument pas qu'Erdogan et la Turquie, qui sont encore un vassal de l'Empire occidental dirigé depuis Washington, vont soudainement affronter les sionistes. Et bien sûr, la Turquie a signé cette déclaration commune avec l'Indonésie, le Pakistan, le Qatar et l'Arabie saoudite, soutenant la proposition de Trump. Et comme je l'ai dit, la Turquie a placé tous les membres du Hamas présents dans le pays en résidence surveillée. Et encore une fois, le massacre de masse que nous avons vu en Syrie au cours des 2 derniers jours dans les camps de réfugiés palestiniens se déroule principalement à Alep, une ville qui est directement occupée par la Turquie. Directement occupée par la Turquie. Donc non, la Turquie fait partie du problème. En tant qu'État, bien sûr, le peuple turc est comme le reste de l'humanité, opposé à ce génocide et à la collaboration de son propre État avec ce génocide. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas rebellés d'une manière qui pourrait changer la position de leur État sur la collaboration avec les sionistes. Et donc, la Turquie a été responsable de la destruction de la Syrie, le bastion de la résistance arabe, la dernière, vous savez, la résistance arabe. Laith, tout d'abord, c'était vraiment étrange de voir Tony Blair faire partie de l'accord et parler de ce qu'il va faire, avec Donald Trump qui le soutient. Qui est cet homme et d'où vient-il? Parce que si l'on regarde l'histoire et ce qui s'est passé en Irak, personne dans la région ne garde un bon souvenir de lui ou de son administration. Alors, le rôle britannique dans toute cette situation est-il lié à cela? Car nous avons eu la chef du Parti conservateur, si je ne me trompe pas, Badenoch. Elle est afro-britannique, mais elle a dit qu'il faisait notre travail au Moyen-Orient. Et Tony Blair en fait partie. Qui est Tony Blair selon vous? Oui, quand tu demandais, d'où vient-il? Il vient des entrailles de Satan, Tony Blair, du plus profond des enfers. Bien sûr, il est responsable de la mort de plus d'1,5 million d'Irakiens à cause des mensonges qu'il a avancés pour justifier la destruction et l'occupation de l'Irak en 2003.
Et la seule raison pour laquelle Trump, Netanyahou ou l'Empire ont l'audace de nommer Tony Blair comme vice-roi, le dirigeant colonial de Gaza, dans ce soi-disant accord de paix, c'est parce que personne n'a eu le courage en Occident de traduire Tony Blair en justice pour ses crimes. Et il parade dans les rues des capitales occidentales depuis une décennie et plus, 2 décennies et plus, avec son air satanique, se voyant offrir des millions dans les conseils d'administration de diverses entreprises. Je vois cette nomination de Tony Blair comme vice-roi de Gaza dans ce plan comme une autre partie de cette guerre psychologique. Another part of this psychological warfare. So audacious. There's nobody that doesn't know. Tellement audacieux. Il n'y a personne qui ne sache qui est Tony Blair et quel crime il a commis. C'est l'une des figures politiques les plus méprisées et détestées de l'histoire du Royaume-Uni et l'un des plus grands criminels de guerre du XXIe siècle. Donc le nommer, c'est juste une façon d'en rajouter, de faire de la guerre psychologique, en disant « Vous savez tous qui est Tony Blair, et regardez, je vais le nommer vice-roi de Gaza, et vous n'avez rien, vous ne pouvez rien y faire. Ce sera juste sous vos yeux. » Nous mettons un criminel de guerre à la tête d'un camp d'extermination. D'accord? Qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est l'intention derrière tout cela, car c'est de toute façon inapplicable. C'est impossible. Tout le plan est irréalisable, sauf si les Palestiniens se rendent, ce qu'ils ne feront pas. Et donc, tout cela fait simplement partie de la guerre psychologique. En regardant l'Europe aujourd'hui, nous savons que le chancelier allemand Merz a déclaré qu'il faisait un sale boulot au Moyen-Orient. Si l'on regarde le Royaume-Uni, il soutient totalement ce que fait Israël, sauf lorsqu'il s'agit d'évoquer une solution à 2 États, ce qui n'a pas vraiment de sens quand on observe leur comportement et la manière dont ils soutiennent Israël. Alors, qu'est-ce que l'Europe y gagne, selon vous? Est-ce une question européenne ou bien celle des élites européennes? Sont-elles différentes d'une certaine manière? Ont-elles un point de vue différent concernant Gaza et le Moyen-Orient? On observe d'ailleurs la même chose en ce qui concerne l'Ukraine. Les populations européennes, d'une certaine façon, n'aiment pas la guerre en Ukraine, mais elles ne peuvent rien y faire. Et pour le Moyen-Orient, quelle est cette obsession des Européens pour le Moyen-Orient? Il est impossible de fabriquer une identité européenne et ou soi-disant blanche tant que les peuples arabes existent. Cela peut sembler très dramatique, ce que j'essaie de dire ici, mais prenons les choses étape par étape. L'identité européenne fabriquée, nouvelle et amalgamée, et ou la blancheur, prétend représenter cet héritage judéo-chrétien, qu'elle est l'héritière de Rome et de la Grèce. Mais en réalité, l'héritage judéo-chrétien est un héritage judéo-chrétien musulman, et il nous appartient. Il m'appartient en tant que Palestinien, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'Empire romain, les 2/3 de celui-ci, se trouvaient dans ce que nous appelons aujourd'hui le monde arabe, du Maroc à l'Irak en passant par la Syrie. L'Empire grec, là encore, la grande majorité de ces terres, se trouvait dans ce que nous appellerions aujourd'hui le monde arabe ou musulman. La Turquie, ainsi de route. Donc, aucune de ces choses, y compris l'alphabet grec ou l'alphabet romain, n'existerait sans ce que nous appelons aujourd'hui les peuples arabes. Même les religions des Grecs et des Romains, le panthéon grec, le panthéon romain, n'existeraient pas sans le panthéon cananéen. Ainsi, la simple existence des peuples arabes en tant que peuple fier et non vaincu contredit l'existence de cette religion fabriquée, l'européanité et ou la blanchité. C'est pourquoi, vous savez, les premières victimes dans le monde arabe, dans cette fabrication de la blancheur judéo-chrétienne européenne, ont été les Juifs arabes. Les deuxièmes victimes ont été les Arabes chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils existent dans nos pays. Because they don't want them to exist in our countries. If there is
a large Jewish population in the area. S'il existe une importante population juive dans le monde arabe, ou une population chrétienne dans le monde arabe, comme cela existe depuis des millénaires, cette simple existence montre que le christianisme européen, le judaïsme européen, sont une usurpation de l'identité de quelqu'un d'autre, et que les capitales européennes ne peuvent pas parler au nom du judaïsme ou du christianisme, que c'est Bagdad qui devrait parler au nom du judaïsme, que c'est Damas qui devrait parler au nom du christianisme. Et donc, c'est vraiment pour cela que l'élite en Europe est si attachée au maintien de la colonne sioniste. Tout cela s'effondrera s'il y a la paix sur notre terre ici, si nous parvenons à nous réunifier, et si nous ne sommes plus des réfugiés à travers le monde, d'accord? La destruction de l'identité arabe est essentielle à la fabrication de la nouvelle identité européenne blanche. Of the new white European identity. Yeah. Actually, Oui, en fait, we Laith, en ce qui concerne le conflit entre l'Iran et Israël, nous avons appris que les États-Unis ont envoyé ces ravitailleurs aériens en Europe il y a 2 ou 3 jours, et ils arrivent maintenant à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar. Il semble qu'ils se préparent à une nouvelle guerre contre l'Iran. Et tout ce que nous voyons autour de l'Iran dans la région nous montre que quelque chose de grand va se produire. Penses-tu que cette fois-ci, ils estiment pouvoir faire quelque chose de significatif contre l'Iran? Ou essaient-ils de faire la même chose, à mon avis, détourner d'une certaine manière l'attention des gens de ce qui se passe à Gaza? Parce que lorsqu'on parle d'attaques contre le Liban, contre l'Iran, contre le Yémen, tout tourne autour de Gaza. Comment vois-tu les choses à ton avis? Est-ce le cas? How Yeah, do you look- find it, in your opinion? Is that the case? Yeah, I mean, I don't know. Oui, which is je veux dire, je ne sais pas quel sera le champ de bataille, ni s'il y en aura un seul ou plusieurs en même temps. Mais la montée en puissance est évidente. Les États-Unis seront impliqués immédiatement, dès le premier coup de feu, dans n'importe quelle guerre dans laquelle ils s'engagent maintenant, contrairement à ce qui s'est passé auparavant avec l'Iran, où les États-Unis sont intervenus tardivement et n'ont fait qu'une petite action avant de partir, ou au Yémen, de façon similaire. Cette fois, il est clair que les États-Unis seront directement impliqués dans toute guerre que les sionistes déclencheront dans la région, dès le premier instant, et seront pleinement investis. Nous verrons bien sûr aussi tous les moyens militaires des vassaux de la région être utilisés. Et c'est là que, selon moi, il y a une grande inquiétude concernant le Pakistan. I think there's a big alarm about Pakistan. You know, I remember a week ago when they signed that. Je me souviens qu'il y a une semaine, lorsqu'ils ont signé ce pacte militaire avec l'Arabie saoudite, beaucoup de gens ont cru à tort que cela serait dirigé contre la colonie sioniste. Et j'ai dit ouvertement, dès le premier instant, que cela serait dirigé contre l'Iran. Donc je pense que c'est la partie la plus dangereuse de ces nouveaux éléments militaires qui sont déplacés dans la région. Il y a aussi, à mon avis, une plus grande possibilité que cela devienne immédiatement une guerre sur plusieurs fronts. Non seulement contre l'Iran, mais il y aura des attaques contre le Yémen et très probablement contre le Liban dans cette bataille qui va se dérouler. À quelle vitesse? Je ne suis pas sûr. Rappelez-vous, il y a eu le snapback de l'accord nucléaire, les mécanismes de snapback que les Européens et les États-Unis ont activés. Et il y a, je crois, une fenêtre de 45 jours ou quelque chose comme ça pour que l'Iran se conforme. Donc il y aura très probablement une guerre avant la fin de cette période. Most probably a war before the end of that window. Thank you. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. As always. Merci beaucoup, Nima, de m'avoir invité. Je te verrai la semaine prochaine, Inch'Allah. Inshallah. See you. À bientôt. Bye. Au revoir.